Monsieur le Président, mes chers collègues, malgré un cinglant désaveu de sa politique menée depuis 2 ans lors des élections municipales, le Président et son nouveau Premier ministre ont décidé de poursuivre au pas de charge la mise en œuvre d'une politique libérale, se caractérisant par l'obsession de la réduction de la dépense publique pour répondre aux critères de Maastricht de 3% du PIB, doublée par l'obsession de la baisse de la rémunération du travail pour répondre aux exigences du grand patronat, refusant de considérer avec lucidité le coût exorbitant du capital pour notre société. Le problème de la dette publique est certainement plus un problème de recettes que de dépenses. Pendant des décennies, on a empilé un millefeuille de niches fiscales et sociales pour permettre à ceux qui ont le plus de participer le moins possible à la vie de la nation. On a volontairement creusé les déficits en refusant d'aller chercher là où il se trouve l'argent nécessaire à la vie économique, sociale, culturelle de notre pays. L'État a regardé prospérer l'évasion fiscale. Certains d'ailleurs n'ont pas fait que la regarder. Le pouvoir a autorisé aux grandes entreprises une évasion appelée pudiquement optimisation fiscale et qui n'est ni plus ni moins que la possibilité légale de ne pas payer d'impôts en France. Les exonérations de paiement des cotisations patronales de la sécurité sociale pratiquées depuis le début des années 90 grèvent de 20 milliards d'euros chaque année le budget de la Sécu. Et pour quel résultat ? Chacun peut apprécier le cheminement parallèle d'une part de la courbe en progression du chômage et celle également en progression du reversement des dividendes aux actionnaires. Le grand patronat n'en finit pas avec ses exigences incessantes de privilèges et d'avantages de toute nature qui, loin de finir dans l'emploi ou les salaires comme il le prétend, finit au fond de ses poches. Le scandale de l'augmentation en 2013 de la rémunération de M. Gattaz de 29% a amené le Parti socialiste à déclarer, ouvrez les guillemets, le versement des 3/4 des sommes allouées au titre du CICE distribuées en dividendes dans l'entreprise de M. Gattaz est inacceptable et porte un coup évident à la philosophie du pacte de responsabilité. La hausse de la rémunération de M. Kessler d'environ 500 000 €, soit plus ou moins le crédit d'impôt reçu par la société Score au titre du CICE, est une provocation, fermez les guillemets. Alors pourquoi le gouvernement, conscient de la façon dont le CICE a représenté une manne pour les grands groupes et la rémunération de leurs actionnaires et dirigeants, conscient que toute nouvelle mesure en faveur de l'actionnariat ira immédiatement alimenter la spéculation, pourquoi le gouvernement maintient-il et amplifie-t-il ces mesures ? 20 milliards de CICE ne suffisaient pas. On y ajoute aussi la baisse des cotisations patronales, la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la suppression de la contribution exceptionnelle et la baisse progressive du taux d'impôt sur les sociétés, soit au total 41 milliards d'euros pour le patronat. Et que propose-t-on aux salariés ? Des mesures en trompe-l'œil, comme l'exonération des cotisations salariales de sécurité sociale, qui gonflera artificiellement le net fiscal de la feuille de paye. Artificiellement, car cette augmentation du salaire net se verra réduite par la perte du droit à la prime pour l'emploi, au blocage, voire à la diminution des prestations familiales sous condition de ressources, et à l'augmentation des frais de santé, puisque l'assurance maladie et les prestations familiales seront touchées par un plan de réduction de 10 milliards pour une et 11 milliards pour l'autre. Je me suis livrée comme on remplit les feuilles d'impôt en ce moment, à un petit exercice. Les gains de cotisation pourraient être de 1 338 € pour un salarié au SMIC et la perte de sa prime pour l'emploi de 756 €. On a déjà plus que 600 € d'avantage. Donc vous voyez, j'ai calculé ça. Ce salarié n'y gagnera que quelques euros s'il n'en perd pas, et les caisses de la sécurité sociale seront une fois de plus siphonnées. J'ai entendu dire qu'il s'agissait là de courage politique. Du courage, c'est ce qu'il faut quand on doit affronter plus puissant que soi, quand on doit affronter ceux qui détiennent les leviers économiques, la banque et la finance, les médias. Du courage, c'est ce qu'il faudrait pour mettre en place une taxe de 0,3% sur les placements boursiers des grandes entreprises qui permettrait de dégager 18 milliards d'euros. Du courage, c'est ce qu'il faudrait pour voter une loi contre les licenciements boursiers. Du courage, c'est ce qu'il faudrait pour entrer en force au capital d'Alstom ou envisager sa nationalisation, en tout cas, s'assurer de la maîtrise publique et sociale de ce fleuron national de notre industrie.
Pour s'attaquer au peuple et aux plus faibles, il ne faut pas être courageux. Il faut seulement tourner le dos à ses engagements et se ranger du côté des plus forts. Et ce salarié, lorsqu'il se tournera vers ses élus locaux, ses élus de proximité, pour solliciter un soutien, quelle réponse aura-t-il? Tout d'abord, encore faudra-t-il qu'il puisse en trouver des élus. Le Premier ministre ayant annoncé la division par 2 du nombre de régions d'ici 2017, de nouveaux regroupements autoritaires des intercommunalités d'ici 2018 et la disparition des départements à l'horizon 2021. Le nombre de candidats aux élections municipales aurait dû faire réfléchir M. Valls. 926 000, soit un électeur sur 49. Cela montre que le gisement de démocratie existe et il convient de ne pas le tarir, car dans un contexte marqué par le repli sur soi et la désaffection de l'engagement politique, la mission des élus locaux est essentielle pour redonner du sens et du goût à la chose publique. Il convient, plutôt que de les réduire, de promouvoir ces engagements. Sur le fond, la question qu'il convient de se poser est pourquoi ce chambardement institutionnel décidé dans la précipitation par le Premier ministre? 3 raisons selon nous. Premièrement, il s'agit d'un alignement du gouvernement sur les injonctions de Bruxelles de réduction des services publics portés par les collectivités locales pour ouvrir ce marché au secteur privé et à la concurrence. Cette action se caractérise par l'adhésion à la vision libérale d'une mise en concurrence des territoires, à travers un pouvoir renforcé des régions et un affaiblissement des États, pour le plus grand bénéfice des puissances économiques qui pourront, en jouant précisément sur la concurrence, faire fonctionner à fond le levier du dumping fiscal et social. Au contraire, nous disons que la modernité n'est pas dans la marchandisation de tous les services et la mise en concurrence des territoires et des gens qui y vivent, mais dans la coopération, la mise en commun, la préservation et le développement des services publics portés par des acteurs publics. Deuxième raison, au nom d'une pseudo-efficacité pour remédier au fameux millefeuille, il s'agit en fait de réaliser une concentration des pouvoirs locaux entre quelques mains, présidents de grandes régions, les métropoles des communautés d'agglomération. Concentration pour appliquer au plus vite les réductions de dépenses publiques des collectivités locales, dont les 10 milliards qui viennent d'être décidés avec le pacte de responsabilité, et s'ajoutent aux 4,5 milliards programmés en 2014 et 2015. Monsieur le Président, vous l'avez dit, pour notre région, 37 millions d'euros pour les 3 années à venir. Cependant, rien, absolument rien ne vient à l'appui des économies qui pourraient être réalisées par ces fusions, disparitions. En ce qui concerne le personnel, qu'on l'évoque souvent, 78% des postes budgétaires de la région Bourgogne sont occupés par le personnel des lycées. Il n'est pas sérieux d'envisager leur réduction, sauf à mettre en difficulté les élèves et leur établissement. Les modifications organisationnelles que suppose la gestion de 4000 postes des 2 régions réunies, au lieu de 2250 que compte la Bourgogne à ce jour. La nécessité du maintien d'une proximité avec les citoyens, ces éléments ne seront pas facteurs d'économie. Nous avons des exemples dans les services, nous avons des exemples dans les entreprises, dans d'autres secteurs qui le prouvent. À l'épreuve des faits, il n'y a pas d'économie faite par ces immenses regroupements. Alors le raisonnement qui consiste à dire que nous négocierons avec l'État un maintien de dotation en contrepartie des économies, c'est un leurre ou un piège. En réalité, nous le savons, sauf à supprimer une bonne partie de ce que les régions réalisent aujourd'hui en faveur des populations, il n'y aura pas d'économie. Il y a en perspective une régression inédite des conditions d'accès de nos concitoyens aux services publics locaux et par conséquent de leurs conditions de vie et le pouvoir d'achat. Et cependant, malgré une austérité croissante, l'objectif de réduction du déficit n'est pas respecté. C'est qu'en effet, en France comme ailleurs, l'inefficacité des programmes d'économie d'austérité est avérée. En tuant la croissance et l'emploi, ils renforcent la dette et les déficits dans un cycle sans fin. Ce n'est donc pas la bonne solution. Celle-ci passe par une relance forte de l'investissement public et de la consommation, le relèvement des salaires, l'innovation et la promotion de l'emploi qualifié. Pour cela, il faut desserrer l'étau des contraintes que fait peser la financiarisation de l'économie sur l'activité et la pérennité des entreprises. Troisième raison, le gouvernement dessine pour demain un État fédéral. En mettant très vite en œuvre une Europe des grandes régions, il ouvre la porte à une transformation radicale de notre République, indivisible, qui assure l'égalité de la loi devant les concitoyens.
La clause de compétence générale et la libre administration des collectivités sont l'architecture de notre démocratie représentative. Elles sont la garantie du respect de la décision des électeurs. Lorsqu'on prive les assemblées élues de ces deux éléments fondamentaux, c'est au choix politique des citoyens qu'on s'attaque. Alors que la distance croissante qui sépare les citoyens des élus appelle au contraire au développement de la démocratie locale, à favoriser l'intervention des citoyens, à prendre en compte leurs attentes et leurs besoins, la réorganisation proposée va éloigner davantage les lieux de décision des citoyens. En quoi la réduction du nombre d'élus et tous les pouvoirs concentrés en quelques mains serait-il une avancée démocratique? Le niveau record d'impopularité de l'exécutif devrait le conduire à réfléchir. S'en prendre aux collectivités locales, aux services publics, aux élus, aux populations, vouloir leur imposer par la force une cure d'austérité de très grande ampleur pour financer les cadeaux offerts aux actionnaires des grands groupes n'est ni un signe de force, ni un signe de sérénité, et encore moins un signe de gauche. C'est pourquoi nous entendons les combattre. L'avenir de notre territoire passe par des coopérations fortes et nombreuses avec toutes les régions qui nous entourent. La Franche-Comté, bien sûr, mais également les régions Centre et Pays de Loire qui portent avec nous depuis 10 ans le projet de voie ferrée Centre-Europe Atlantique. L'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne pour le cancéropole. Nous faisons la preuve, par chaque projet de territoire, qu'aucune fusion n'est nécessaire pour travailler intelligemment ensemble. Ce débat concernant l'avenir de nos territoires ne peut pas être confisqué par des présidents de région, de conseils généraux, des préfets, si respectables soient-ils. Que l'État pense que c'est avec un système de bonus-malus qu'on réforme la République en dit long du respect qu'il porte, ou plutôt ne porte pas, à l'intelligence de la population et de ses élus. Nous ne sommes pas des ânes pour être traités par le bâton et la carotte. Les enjeux étant d'ordre supérieur, puisqu'ils touchent à l'organisation de la démocratie territoriale, au sens et au rôle de la République, il convient que les citoyens s'en emparent. C'est aux Bourguignons et aux Franc-Comtois d'en décider, dont, et j'insiste, les salariés des conseils régionaux totalement concernés par cette fusion. Notre groupe demande que ce projet soit soumis à un large débat public, du type de ceux initiés par la commission du débat public, au cours desquels tous les éléments pourront être débattus, tous les points de vue entendus. Et nous pensons également que ce projet devra être soumis in fine à référendum, car nous ne pouvons pas modifier la démocratie sans démocratie. Je vous remercie. Des fois, je me demande pourquoi vous êtes élu. Parce que c'est toujours, quand ça ne vous va pas, il faut appeler le peuple. Mais est-ce que la démocratie représentative, ça existe? Est-ce que vous êtes élu? Est-ce que vous êtes capable de décider? Est-ce que vous êtes capable de choisir? Est-ce que vous êtes capable d'informer? Ou alors à chaque fois que ça ne vous va pas, il faut dire non, non, nous, c'est pas nous. Qu'est-ce que c'est que cette façon de se défausser des responsabilités et de dire que les élus ne peuvent pas décider, que c'est au peuple de décider? Il y a des choix, attendez, quand il s'agit de choix d'assemblée, de collectivité, on peut très bien décider entre nous, il n'y a pas de problème. Vous êtes élu pourquoi? Vous êtes élu pour enregistrer? Est-ce que c'était dans le programme du président que nous avons élu? Non, monsieur. C'est pourquoi le contrat, il est complètement défaillant. Non, non, je suis désolée. On s'assied allègrement sur les promesses de campagne, on tord le bras de son propre parti, puis on vient nous dire aujourd'hui qu'on ne peut pas décider. Oui, effectivement, non, mais là, je maintiens que les citoyens doivent être... parce que le problème est grave. Maintenant, si vous me demandez si je peux décider, il me semble que je vote à chaque fois dans cette Assemblée, donc effectivement. Mais là, on en appelle un petit peu plus haut parce que le problème est plus grave. Très bien.